pas dangereux de prendre un sucre en fin de repas, puisqu'il va être digéré en fin de digestion, et le glucose et le fructose qui en résultent vont passer doucement dans le sang. Donc une sucrerie en fin de repas n'est pas une hérésie. Un sucre rapide devient un sucre lent ou mi-lent, pris en fin de repas. Par contre, pris à 5 heures, il reste un sucre rapide et est dangereux. Donc le sucre est très dangereux entre les repas. Donc les naturaux qui disent prenez une sucrerie entre les repas, c'est une hérésie totale. Totale. Alors donc, voilà la digestion. La protéine devient en partie des peptides, et tout cela, protéines et peptides, passent dans le grêle. Et là, dans le duodénum qui n'a que 30-40 cm, la partie la plus courte du grêle, il se déverse les enzymes pancréatiques, les protéases, les lipases, les amylases, ainsi que les protéases intestinales. Les protéases pancréatiques et les protéases intestinales vont transformer les peptides en acides aminés et les protéines en peptides et ensuite en acides aminés. Donc la viande est totalement digérée dans le grêle. Elle n'atteint pas le côlon, elle ne peut pas être putréfiée, elle ne l'atteint pas. Elle ne l'atteint pas, elle ne peut pas être putréfiée. Par contre, effectivement, il y a quand même une partie protéique qui atteint le côlon. C'est ce qu'on appelle le collagène, le tissu conjonctif de la viande. Mais quelqu'un qui mange 150 grammes de viande et de poisson le soir, ça va représenter à peu près 20 grammes de collagène qui vont atteindre le côlon et qui pourraient subir une putréfaction, effectivement. Mais dans le côlon, qu'est-ce qui subit une putréfaction? Les 20 grammes de tissu conjonctif des viandes non digérées, 20 grammes à peu près par jour. Mais subit la putréfaction les 100 milliards de cadavres microbiens. Je sais à peu près le chiffre, je crois. Il faut savoir que 85% de l'urée part par les reins, mais 15% de l'urée du sang se filtre au côlon. Donc l'urée rejetée dans le côlon va subir la putréfaction, mais aussi la sécrétion mucoprotéique du côlon, les cadavres microbiens, le tissu conjonctif et surtout le côlon desquame 250 grammes de cellules par jour et c'est cela qui subit la putréfaction. 20 grammes de collagène, 100 milliards de bactéries, 15 grammes d'urée rejetée dans le côlon et 250 grammes de cellules. Donc, qu'est-ce qui pourrait augmenter la putréfaction? Qu'est-ce qui pourrait l'augmenter? L'augmentation de la desquamation intestinale. Et qu'est-ce qui peut augmenter la desquamation quand on grignote ou qu'on suralimente? Donc ça n'a rien à voir avec les protéines. Donc le non-stop alimentaire, si on mange toute la journée... Voilà, vous usez anormalement vos cellules, donc vous augmentez la desquamation. Qu'est-ce que c'est que la putréfaction subie parce que l'on vient de voir, où le collagène de la viande est une partie infime. C'est même pas 10% des putréfactions. C'est peut-être 12-13%. Donc rien par rapport aux cellules desquamées, par exemple. Mais qui elles, le font c'est un cycle tout à fait naturel qui ne présente aucun danger. C'est inévitable, c'est de la desquamation cellulaire. Voilà. L'intestin se renouvelle à peu près tous les 3 à 5 jours, tous les 3-4 jours. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la putréfaction? Biochimiquement, je ne suis pas biochimiste, mais j'ai été forcé de m'y intéresser un petit peu. C'est une décarboxylation et une désamination des acides aminés. La désamination, c'est une production d'acides gras et d'ammoniac. L'acide gras, acide, est très vite éliminé au niveau du poumon. L'ammoniac, basique, est lentement éliminé par le rein. Donc si les protéines devaient changer de pH, ce serait dans le sens de la basification. Ensuite, la décarboxylation, c'est quoi? C'est une production de gaz carbonique acide et de bases aminées plus ou moins toxiques, alcalines. Or, le gaz carbonique des putréfactions très vite éliminé au niveau du poumon
et les bases aminées, plus ou moins toxiques, lentement éliminées au niveau du rein. Alors là encore, si ça devait faire bouger le pH, ce serait dans le sens de l'alcalinisation. Il faut quand même, bon Dieu, savoir de quoi on parle. Je ne suis pas biochimiste, mais j'ai voulu comprendre. Donc, l'excès de putréfaction, si ça doit modifier le pH, ce serait dans le sens de la basification. Par contre, dans quel cas l'organisme peut s'acidifier? Ben simplement, quand il n'y a plus d'insuline, quand le corps ne peut plus brûler le glucose, eh ben il brûle des gras. Il brûle des corps gras. Il brûle et il fait des corps cétoniques, acides. Et là, le pH descend. Et quand il arrive en dessous de 7, c'est le coma. C'est le coma. Donc oui, un diabétique peut s'acidifier. Bien sûr, un diabétique peut s'acidifier. De même, un sportif qui fait un marathon, il n'en peut plus, il ne tient plus debout, il faut qu'il s'arrête, mais il sent qu'il est près du but, il continue. Et il est empoisonné par l'acide lactique. Là, il peut y avoir une acidification aiguë. Et là, c'est le poumon qui élimine du gaz carbonique. Donc, mais comment peut-on s'acidifier? Comment l'organisme trouve ses bases? D'abord, l'intestin absorbe des bicarbonates. Il en absorbe. C'est vrai, quand on a de la diarrhée, on peut perdre un peu trop plus de bicarbonate. Mais dès l'instant où il y a une menace d'acidification, les poumons se mettent à respirer plus vite pour éliminer du gaz carbonique acide. Et le pH se rétablit dans l'aigu. Et si vraiment il y a un apport massif, énorme, impensable d'acide, c'est le rein. Le rein, il y a ce qu'on appelle le glomérule. Le glomérule élimine dans ce qui va être l'urine des bicarbonates. Après le glomérule, il y a ce qu'on appelle le tubule. Lui, il réabsorbe le bicarbonate. C'est ce qu'on appelle le tube proximal. Et il est suivi ce qu'on appelle du tube distal. Eh bien, le tube distal, lui, avec le gaz carbonique et l'eau, fabrique en permanence et en masse des bicarbonates. Le rein est un fabricant de bicarbonate. Comment peut-on s'acidifier? Il faut des conditions exceptionnelles pour qu'un individu s'acidifie. Nous sommes dans les délires. Nous sommes dans les délires. Donc c'est de la pure légende, quoi. C'est de la pure superstition. On profite de l'ignorance de la physiologie. Dont certains médecins. C'est affreux à dire, mais c'est comme ça. Les naturaux, c'est pardonnable, ils n'aiment pas ouvrir un bouquin de physiologie. Ça leur donne mal à la tête. Mais les médecins, ils devraient. Hein? Vous voyez, quelqu'un qui prendrait par exemple 7 cuits citron tous les jours, il va même pas s'acidifier, il va se décalcifier. Là, l'organisme n'arrivant pas à fabriquer assez de base, il va les prendre sur les os et les dents. Mais le pH ne bougera pas. Le pH est quelque chose d'invariable. Par contre, le pH de la cellule, c'est autre chose. C'est là que les naturopathes ont peut-être raison. Parce que s'il y a effectivement beaucoup trop de toxines et de toxiques, d'appeler dans ça d'un terme déchet, ce qui demanderait à être défini. Mais allez, pour la compréhension, appelons ça déchet. Quand il y a trop de déchets dans les liquides extracellulaires, que le monsieur dont vous m'avez parlé appelle la lymphe. Oui. C'est la lymphe extracellulaire, oui. Quand il y a effectivement trop de déchets, et que la membrane de la cellule est colmatée, quelque peu imperméabilisée, moins d'oxygène pénètre dans le sang. Et là, comme les mitochondries, les organites respiratoires de la cellule doivent produire quand même la même quantité d'énergie et qu'elles ont manque d'oxygène, avec l'oxygène, elles brûlent le glucose, elles font du gaz carbonique et de l'eau, c'est le cycle aérobie, mais il y a toujours un peu d'anaérobiose, c'est-à-dire qu'elles font fermenter le glucose et ça donne de l'acide lactique. Et comme elles ne peuvent plus brûler autant de glucose, elles vont en faire fermenter plus. Et là, quand, du fait du colmatage, de l'imperméabilisation, entre guillemets, de la cellule, comme il va moins pénétrer d'oxygène, il va y avoir beaucoup plus de fermentation et la production d'acide lactique. Et là, le pH de la cellule, qui est normalement de 7, pas de 7,40 comme le sang, va baisser. Et là, cette acidification de la cellule pourra casser les liaisons hydrogènes de l'ADN. Et on pourra aller vers le cancer. Mais ça, on le sait, depuis 1800,
Attends, non, c'est ça depuis un siècle, depuis des travaux de Warburg, je ne sais pas si je prononce allemand, Warburg, qui a montré le danger de l'acidification de la cellule. Mais là, ça n'a pas à voir avec le pH du sang, ça a à voir plutôt avec la rétention toxique cellulo-immorale. La rétention des toxiques. Ça n'a pas grand-chose à voir non plus avec le pH de la nourriture qu'on ingère. Ah mais non, ça aura à voir avec la toxicité de la nourriture. La personne qui se bourre de pesticides, la personne est bourrée de pesticides, de nicotine, de cyanure, d'arsenic, du tabac, c'est pleine d'alcool, c'est de l'alcool qui est éliminé, mais si elle a énormément de toxines intestinales, si elle a énormément de résidus du métabolisme, d'ailleurs quand on parle du résidu du métabolisme, la cellule, elle produit des éléments acides, l'acide, le gaz carbonique, un peu d'acide lactique, d'acide pyruvique, mais elle produit de l'urée, qui est très basique, l'urée, et l'ammoniac. La cellule produit encore plus de déchets alcalins que de déchets acides. Donc cette notion d'acidité, c'est une simplification à outrance. D'accord, très bien. Par contre, cette personne parlait de porte de sortie. C'est vrai, il y a une chose qui est frappante et qui est intéressante, c'est que nous avons une porte d'entrée des aliments, la bouche, et nous avons 5 portes de sortie pour les déchets. Hein, les reins avec l'urine, la peau avec la sueur, le sébum, les cellules kératinisées, le poumon avec le gaz carbonique et des gaz volatiles de l'intestin, et certains médicaments, le foie avec la bile et l'intestin avec les matières fécales. On a une porte d'entrée pour les aliments et 5 portes de sortie. Ça montre quand même bien, pour l'organisme, la priorité de l'élimination. Ça c'est sûr, ça c'est exact. Mais il ne faut pas croire que les déchets les déchets entre guillemets, hein, le mot déchet recouvre beaucoup de choses, qui s'accumulent dans l'organisme, ce sont des déchets acides. Il y a autant de déchets alcalins. D'ailleurs, dans la nature, les pires poisons sont alcalins. Les alcaloïdes des plantes, qui envoient vite en régiment au cimetière, c'est alcalin. Hein. Alors, on délire sur l'acidité, on délire. Très bien. D'ailleurs, heureusement qu'il y a de l'acidité stomacale, car l'estomac, donc l'estomac, qui a un pH de 2, il stérilise le bol alimentaire. Heureusement que l'estomac est acide. Quand l'estomac perd son acide, c'est la porte ouverte à toutes les maladies. Hein. D'ailleurs, les petits vieux qui ont réduit les protéines perdent leur acidité stomacale et à partir de là, ils déclinent. L'acidité stomacale, c'est la première barrière contre les infections. L'acidité stomacale, de pH de 2. Ça stérilise le bol alimentaire. Parce que l'estomac, il a un rôle. Premier rôle de l'estomac, c'est le rôle de stérilisateur. Le deuxième rôle, c'est le rôle de fractionneur des aliments. Et le troisième rôle, c'est un rôle digestif seulement. Hein? Cette histoire d'acidité, si vous saviez avec mes élèves, je perds des litres de salive. Alors juste une dernière chose sur, et vous en parlez d'ailleurs dans votre livre Dérives nutritionnelles et comportements suicidaires, c'est-à-dire, je vais simplement lire le passage, ce sera plus clair. Hein. Oui, ces malheureux pugnasses ont suivi le dogme malgré les mises en garde. Ils ont cru que la fonte musculaire, la déminéralisation, l'anémie, la leucopénie, la disparition de la libido, la chute immunitaire, l'inouïe frilosité, le vieillissement accéléré, etc. étaient, comme l'avait dit le gourou du végétal, du cru, du dissocié, des effets de la désintoxication, et que la désintoxication terminée, le poids, la santé allaient revenir à la normale avec la même alimentation. Exactement. C'est précis. Exactement. L'inouïe frilosité. Savez-vous que la plupart des crudivores ont l'été 3 à 4 pullovers en été? Bon, est-ce qu'il y a encore là besoin de sortir le Saint-Cyr? Et des paquets de couvertures en été. Ils sont glacés même l'été. Vous avez lu cette petite gamine là. Là, vous voyez, je le raconte là. Là, lisez cette histoire, elle est belle et triste. De cette gamine. Elle meurt en dansant. Enfin bref, quand je l'ai vue, il y a son histoire là. Les parents me l'amènent extrêmement belle, pas comme une mode, mais d'une beauté inimaginable. C'était une petite danseuse. Elle dansait déjà à l'opéra. Et alors là,
Elle mangeait plus, puis elle maigristait.